Amis téléspectateurs, bonjour et merci de l'attention que vous voudrez bien nous accorder. Aujourd'hui, nous allons vous parler du projet PECPESU dans son volet ETP, enseignement technique et professionnel. Et pour bien comprendre les choses, nous avons invité pour vous M. Jean-Claude Ikwa, chef de l'unité technique d'appui du projet PECPESU, volet ETP. Il répond aux questions de notre confrère Paulin Makosso Kimbwende. Le bilan, en ce qui concerne le projet, donc il y a eu toute une série d'indicateurs qui étaient prévus dès le départ. Parmi ces indicateurs, il y avait l'indicateur sur la mise en place d'un dispositif qui permet de renforcement de liens avec le monde professionnel. Et ça, nous avons mis en place ce dispositif-là grâce à la Convention des partenariats. Il fallait aussi pouvoir moderniser le programme au niveau des 3 secteurs, le secteur agricole, le secteur BTP et le secteur mine. Ces programmes ont été bel et bien réalisés. Nous sommes maintenant à la phase de l'expérimentation et avant sa généralisation qui sera faite après le projet. Donc nous avons tous ces programmes. Il fallait aussi moderniser, donc mettre en place un nouveau mode de gestion, une gestion axée sur les résultats et sur la responsabilité. Tout le cadre a été réalisé. Donc, nous avons maintenant ces dispositifs qui existent au niveau de nos écoles. Donc, en termes d'expérimentation, le nouveau modèle, c'est-à-dire il faut que dans chaque école technique, nous ayons un conseil d'administration, que nous ayons un comité de gestion et l'unité formation-emploi qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'école et le monde professionnel. Et ce modèle-là a été bel et bien réalisé et maintenant nous sommes dans la phase réellement d'expérimentation de ce modèle dans les écoles retenues par le projet. Il y a d'autres activités que moi j'appelle plus des activités en termes informatiques HAD, c'est-à-dire tout ce qui est réhabilitation et équipement. Nous avons pu commencer à faire les réhabilitations dans les écoles qui ont été retenues par la banque. Donc ces écoles aujourd'hui, nous sommes à 80% de leur réhabilitation. Nous avons équipé toutes les écoles, ils ont bénéficié des équipements. Maintenant, il reste la phase de mise en service de tous ces équipements pour que les enseignants puissent commencer à exploiter ces équipements. Du point de vue bilan, je dirais que sur les 15 écoles prévues, dès le départ, nous n'avons que 3 écoles qui ont été retenues. C'est ça au moins un bilan que j'appelle mitigé. Tout dépend de ce qu'on pouvait disposer comme moyen financier qui est mis à notre disposition. Nous avons le problème aussi de la formation des enseignants qui nous pose un sérieux problème. Bon, sur au moins, parce que chaque école, il faut compter au moins 50 enseignants. Donc si tu multiplies par 15, nous avons à peu près 750 enseignants qui devaient être formés. Sur les 750, nous avons pu faire seulement 3 écoles. Donc ce sont les 3 écoles qui bénéficient d'une formation. Bon, ça, c'est quelque chose qui doit être
mis dans le cadre de la redynamisation de l'inspection au niveau Sénafor, qui doit prendre les relais pour bien former nos enseignants. Et puis, il y a les aspects des infrastructures. Vous comprenez, sur 15 écoles, nous n'avons que réhabilité 3 écoles. Donc, les 12 autres posent problème. Donc, nous disons que vraiment, de ce côté-là, il faut que le gouvernement mette la main dans la pâte pour que nous puissions arriver à réaliser les 12 autres écoles qui n'ont pas pu bénéficier de l'apport de ce projet par rapport à cela. Voilà un peu comment ça se présente, la situation du point de vue bilan par rapport à nos activités depuis le début du projet jusqu'à ce jour. Au niveau de la stratégie mise en place, nous avons pu mettre en exergue la technologie de l'information, la nouvelle technologie de l'information qui nous permettent au fait d'améliorer notre communication avec l'extérieur, même à distance. Et là, nous avons un aspect que nous avons développé, c'est sur la numérisation de toutes les activités que nous sommes en train de réaliser. Et là, nous avons pu créer des capsules qui permettent au fait, même à distance, même en restant chez soi, on est capable d'échanger. Et là, nous avons développé, que ce soit dans le domaine de la formation des enseignants, que ce soit dans le domaine des échanges avec les écoles sur le nouveau modèle, nous avons développé cet aspect-là de la numérisation et nous allons mettre à la disposition du ministère de l'enseignement primaire et secondaire tous les outils que nous avons pu développer pour que nous puissions contourner le problème que la COVID nous a apporté. Le grand souvenir que je peux garder, c'est que l'enseignement technique, ce n'est pas un enseignement livresque, ce n'est pas un enseignement théorique. Ça met la personne dans la réalité de ce qu'il compte réaliser. Nous parlons tous de beaux discours, mais ces discours ne peuvent être traduits qu'à travers l'enseignement technique. Et ça, c'est la grande leçon que j'ai pu tirer. Si nous voulons demain développer notre pays, l'outil numéro 1, c'est de mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. La grande difficulté, c'est la dépendance de ce domaine qui est l'enseignement technique. On a pu constater tout au long de la réalisation de nos activités que tantôt la dépendance n'était pas stable. On dépendait d'un ministère, demain on change le ministère. Ça nous a créé plusieurs problèmes du point de vue instruction, du point de vue comment diriger l'affaire. Et ça nous a vraiment préjudicié. Et puis deuxièmement, il y a eu, au départ du projet, on avait mis des conditionnalités sans tenir compte de la réalité du terrain. Donc des conditionnalités qu'il fallait à tout prix respecter avant de passer à d'autres activités. Ça ne nous a pas permis de booster vraiment en termes de dépenses. Ça ne nous a pas permis vraiment de booster nos dépenses le plus rapidement possible. Et ça, c'est dû à la conception même du projet, les conditionnalités, c'est-à-dire on n'avait pas fait attention à la qualification des personnes qui devaient travailler sur le projet. L'œuvre humaine est telle que si vous devez transformer l'homme, ça prend plus de temps que de passer directement à des travaux des infrastructures.
Voilà un peu les difficultés que nous avons connues dans la réalisation de nos différentes activités. Et ça nous a pris énormément de temps. Et puis, le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est dû en fait à tous ces aléas-là que nous avons connus. Comment est-ce que nous avons contourné ça? En fait, nous avons cherché à stabiliser au niveau de mode de fonctionnement les dispositifs. C'est-à-dire, peu importe la dépendance de structure, on avait le même canevas de travail qui nous permettait en fait de pouvoir avancer selon les personnes qui sont mises à notre disposition. Et ça, c'est le dispositif qui nous a permis vraiment de pouvoir faire ce que nous avons aujourd'hui. Alors, si on devait partir à zéro, tout en laissant la conditionnalité qui demandait à ce que, avant de faire quoi que ce soit au niveau, parce que notre grande concentration, c'était au niveau des établissements, on devrait au préalable commencer, comme on connaissait déjà les établissements retenus, on devait commencer par les aspects infrastructure. On devait attaquer les aspects infrastructure qui, en fait, permettaient les dépenses prévues dans le projet, à 80%, c'était lié aux infrastructures des établissements. Donc, on devait nous laisser commencer les aspects infrastructures des établissements tout en continuant à travailler sur la transformation des membres de comités de gestion qui existaient dans l'école. Parce qu'ils avaient des difficultés du point de vue qualification dans l'élaboration d'un projet. Donc, parce que nous avons mis en place le plan de développement des écoles. Pour les réaliser, ça nécessitait vraiment des formations continues, des échanges avec tous ces personnels-là. C'est ça qui nous a créé. Et pour moi, on commencerait par les infrastructures et puis on passerait à la conditionnalité, c'est-à-dire pour vraiment attaquer tout ce qui était formation des enseignants, on devait passer par la réalisation de plans de développement. La devise, comme vous le savez, nous sommes parmi ceux-là qui ont mis en place l'unité formation-emploi. Et la philosophie de cette unité formation-emploi fait que nous formons des personnes qui sont capables, à partir de rien, pouvoir transformer son milieu pour qu'il fasse vivre. Et ça, c'est la devise qui nous a conduits. On veut former des jeunes gens, des personnes qui sont en mesure de transformer dans n'importe quel coin du pays nos richesses en termes de potentialité, nos richesses en termes de vécu quotidien de tout le monde. C'est ça la devise que nous avons mis en place tout au long de notre travail. Un effort personnel, un effort qui permet réellement à se prendre en charge, comme le disait le feu président Mouzé. Donc vraiment, c'est ça la devise qui nous a pilotés. Moi, je pense que pour la pérennisation, il y a des aspects que le ministère doit faire attention. Il y a des directions stratégiques qui étaient mises pour piloter ensemble le projet. Ces directions stratégiques, on a pu mettre à la disposition du projet des personnes ressources. Ces personnes ressources ont pu, pendant tous ces temps, être formées, être moulées pour qu'ils arrivent à s'approprier de toutes les démarches que nous avons entreprises dans le projet. Ces personnes, moi je pense que le ministère doit les utiliser
doivent les exploiter pour qu'on arrive réellement à se dire que le projet a vécu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait qu'on sache réellement au niveau du ministère quelles sont les actions que le projet a réellement. Et là, j'attire votre attention, vous qui êtes de la presse, c'est pour nous un moyen très efficace pour pouvoir parler de ce que le projet a pu réaliser. Nous parlons de renforcement des liens. Concrètement, ça signifie quoi? Qu'est-ce que le projet a donné comme dispositif pour qu'on arrive à réaliser cette activité-là? Et là, c'est la presse qui doit faire la vulgarisation à travers des émissions. Dire que voilà, il y a eu ça qui est fait concrètement. Et voilà comment est-ce qu'on peut l'exploiter. Nous avons travaillé sur le nouveau modèle de gestion. Ce nouveau modèle de gestion, il faudrait que les organes de presse parlent de ce nouveau modèle. Ça consiste en quoi? Comment vont fonctionner ces organes? Et quel est le résultat que nous attendons de ces organes? C'est très important. Et c'est vous de la communication. Nous parlons de la modernisation des programmes. Réellement, quel est le plus-value qu'on apporte en mettant en place ces nouveaux programmes? Vous savez que nous parlons dans ce programme, à chaque niveau, nous avons les métiers. Ça consiste en quoi, ces métiers-là? Pourquoi nous avons préféré qu'il y ait des métiers à chaque niveau? Ça permet réellement de se prendre en charge. Vous allez voir, par exemple, dans le secteur agricole, parce que si je parle du secteur agricole, comme le secteur mine, ça prend beaucoup de la main-d'œuvre. Ça demande une main-d'œuvre abondante. Et là, nous pouvons agir pour améliorer l'employabilité de la jeunesse, pour montrer le bien fondé de ce secteur agricole dans le développement du pays. Et c'est à vous. Et je suis très content qu'au niveau du ministère, que nous ayons ce genre de service qui, en fait, son rôle devrait faire des émissions bien appropriées qui permettent d'expliquer à la communauté qu'est-ce que nous faisons réellement pour le développement. Parce que tout ce que nous avons travaillé, c'est comme si nous avons travaillé entre nous, enfermés dans nos bureaux. Non, vous devez pouvoir échanger. Vous devez pouvoir échanger, dire pourquoi on est arrivé à ça. Faire venir des personnes extérieures, échanger sur ça. Donc, pour moi, je pense qu'il est très important, comme nous arrivons vers la fin de ce projet, de pouvoir organiser des séances, des échanges et tout ça dans ce domaine-là. Depuis ma jeunesse, depuis que j'étais gosse, je me souviens encore, j'ai commencé à bricoler, que ce soit chez nous à la maison. Et là, on me donnait toujours la responsabilité, même les véhicules qu'on avait, c'est moi qui avais la charge de s'occuper des mécaniciens. J'avais quel âge là? J'avais 12, 13 ans. Donc, j'étais toujours à côté d'un mécanicien, j'étais toujours à côté d'un électricien qui venait dépanner à la maison. Et pour l'histoire, c'est que j'ai fabriqué ma première radio à l'âge de 15 ans. Donc, j'avais fabriqué, monté des pièces. Donc, je dirais, une vocation, oui, et puis une passion vraiment. Ça, c'est la technique, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et pourquoi ça? Parce que j'ai senti à la technique, même sans ses parents, on peut vivre. Et là, je vous donne l'information que nous, déjà, à cette époque-là, en 3e année des humanités, différemment avec nos amis qui étaient au collège, excusez-moi de vous raconter cette histoire, nous, à l'école technique, on avait ce qu'on appelait des travaux liés, qui nous payaient à chaque fin du mois.
Ce qui fait que moi, en tant qu'élève de l'école technique, j'étais indépendant par rapport à un élève de collège. Et quand j'arrivais, ici je me souviens, au collège Boboto, ou bien, quand nous arrivons là avec des filles, moi je pouvais acheter à ma copine une glace facilement par rapport à mon ami de collège. Donc ce qui faisait une grande différence. Donc nous, on nous trouvait comme des gens très turbulents, alors que nous n'étions pas turbulents. Nous, on avait des facilités déjà en étant jeunes. Donc on avait de l'argent en permanence. Et à la fin de l'année scolaire, l'avantage, on nous posait la question, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? On pouvait dire que voilà, l'année prochaine, comme je passe des classes, parce que c'était souvent à la fin de l'année scolaire qu'on vous proposait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de l'argent si vous passez des classes? Vous dites, non, mon argent là, je paye tous mes frais scolaires de l'année prochaine. Alors, toujours la discussion à la maison, mon papa me disait que je serais un égoïste. Voilà un peu, pour vous dire, c'était une passion pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé dans le sens. Et puis là, ce que je veux, que je laisse un souvenir, que les gens comprennent que l'enseignement technique, c'est la clé du développement. Vraiment, l'enseignement technique a une grande place dans la République démocratique du Congo. Si nous voulons faire de ce pays un pays émergent demain, nous devons faire de l'enseignement technique notre cheval de bataille. Nous aurons la main-d'œuvre qualifiée dans tous les domaines. Nous aurons à développer nos potentialités. Ça ne va pas rester des 20 mots, ça va rester vraiment quelque chose que le Congolais vivra. Donc, c'est-à-dire la richesse réelle du pays à travers les hommes. Et cette richesse, nous allons la vivre et nous pouvons la rêver et la réaliser à travers l'enseignement technique. Donc, il y a un avenir radieux pour l'enseignement technique et que le monde politique puisse mettre en premier plan cet enseignement. Et l'enseignement technique, ce n'est pas seulement l'agriculture. Dans tous les secteurs, vous avez le tourisme. Pour développer le tourisme, il faudrait que, si nous voulons avoir un tourisme de qualité, il faudrait développer tout ce qui entoure l'enseignement technique. Ceux qui font les arts, ceux qui font l'art culinaire, tous ces mondes-là viennent de l'enseignement technique. En extrapolation, la formation professionnelle aussi, on peut mettre ça là-dedans. Un message ne doit pas s'arrêter à se former. Ça, c'est quelque chose la plus importante. La formation continue. Ça doit être un des chevals de bataille de nous. On ne peut pas atteindre toute la République, mais le peu de personnes que nous avons eu à former, il faudrait que le ministère puisse organiser des formations continues à travers le pays. Et là, c'est le message que j'adresse. Et puis, ils doivent aimer le travail qu'ils sont en train de réaliser. Je sais que c'est dur, c'est pénible, mais moi, je pense que pour manger les omelettes, il faut casser les œufs. Donc, si on ne fait pas un effort, on ne se bat pas pour que nous ayons quelque chose de meilleur le lendemain, nous allons rester toujours derrière et vont continuer à pleurnicher. Amis téléspectateurs, c'est sur cette note que nous mettons un point final à notre émission de cet après-midi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de très bons moments en compagnie du programme de la RTNC. Merci de l'attention et à la prochaine.